Parce que nous, quand on a démarré, nos compétiteurs, ils disaient, c'est des gamins, ils sont en train de faire n'importe quoi. Le cloud, ça va jamais marcher en pharmacie. Toutes les pharmacies veulent garder leurs données en local. Donc personne n'y croyait. Aujourd'hui, je reçois Omar Sfiani, cofondateur de Sobrus, premier logiciel cloud de gestion de pharmacie au Maroc. Chiffre d'affaires la première année 2000 dirhams, chiffre d'affaires la deuxième année sur cette activité 20 000 dirhams, c'est rien. Tu as dit publiquement vouloir être la première licorne marocaine. Donc 1 milliard de dollars d'euros de capitalisation. Absolument. Est-ce que c'est un objectif réellement atteignable pour une startup au Maroc, surtout dans les SaaS, ou est-ce que c'est plus marketing? C'est pas dans mon ADN d'arrêter, d'abandonner. Donc je me suis battu, mais ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que je voyais pas d'autres options. C'est-à-dire que pour moi, c'était je réussis ou je réussis. Salut Omar, Salut, merci beaucoup d'être là. merci pour ton invitation. Bon, alors juste pour te présenter rapidement, nous ici on a l'habitude d'avoir des médecins, des chirurgiens. Toi, tu es dans la tech et plutôt medtech, en tout cas health tech plutôt. Donc, tu es cofondateur de Sobrus. Sobrus, c'est un logiciel qui est utilisé par 60% des pharmaciens. Vous faites à peu près 7 milliards de dirhams par an et vous êtes présent dans plus de 14 pays. Absolument. Une vraie success story marocaine. Ma première question, c'est vous avez commencé il y a à peu près 14 ans, en 2013. Enfin, tu as commencé avec ton cofondateur. Et à l'époque, j'aimerais bien savoir comment ça se passait une journée classique pour un pharmacien avant Sobrus. Bah, déjà, merci pour l'invitation, encore une fois, et bravo pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde avec un peu de recul ce qui se passait avant, si tu veux, les pharmacies à l'époque, comme tu disais, nous, on a développé un logiciel de gestion de pharmacie. Donc les pharmaciens avant avaient déjà leur logiciel. Ils avaient un logiciel de gestion de pharmacie, mais qui était installé en local, donc en prémisse. Il y avait, on va dire, les 2 tiers des pharmacies qui étaient équipées, un tiers qui n'était pas forcément équipé, donc il n'était pas digitalisé, donc il utilisait papier et stylo, quoi. Et donc du coup, la gestion de stock et de l'activité de la pharmacie se faisait sur un logiciel, mais installé en local. Donc nous, on est venu à l'époque, on se dit, pourquoi le pharmacien qui a besoin d'analyser ses données, où qu'il soit, qui a besoin de faire certaines tâches, où qu'il soit obligé d'être à la pharmacie, de gérer de devoir faire sa sauvegarde quotidienne au niveau de son logiciel. Avant de sortir, avant d'éteindre le PC, donc il faisait sa sauvegarde sur clé, etc. Donc on voyait un peu certaines frictions. On se dit pourquoi on ne va pas profiter de la technologie, surtout que nous on est passionné par la tech et le digital. On se dit pourquoi on ne va pas faire profiter nos clients de cette technologie. Et c'est là où on a choisi un peu de se lancer. Il y avait bien sûr des petites anecdotes avant qui nous ont parce qu'on était un peu plus généraliste, donc du coup on s'est spécialisé dans la santé. Mais en réalité, c'est ça un peu comment ça s'est fait au niveau de Sobrus. Parce qu'avant Sobrus, il y avait déjà eu des tentatives. Absolument. En fait, si tu veux, on a commencé un peu généraliste comme une sorte de web agency. Donc on a démarré, on faisait des projets un peu sur mesure avec les clients, mais on s'éclatait pas beaucoup. Donc on se disait, en fait, il faut quelque chose qui va prendre de la taille avec le temps. Donc on a un peu regardé les différents secteurs. On a eu un peu différents, si tu veux, un peu différents. Genre, tu fais un mapping. Voilà, pas vraiment un mapping. Si tu veux, on a un peu étudié le terrain. On s'est dit, OK, qu'est-ce qui va nous plaire dans 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'on va plus être sur de l'archi? Est-ce qu'on va plus être avec les avocats? Mais en tout cas, ce qu'on est sûr de vouloir faire, c'est du SaaS. Donc on avait fait une petite expérience un peu plus généraliste. Donc, on a fait un CRM un peu qu'on appelait à l'époque Sobrus Manager. Donc, il était très généraliste, mais encore une fois, c'était pas quelque chose qui nous plaisait parce que on travaille avec différents secteurs d'activité. Et à un certain moment, on s'est dit, OK, bon, c'est pas. Encore une fois, on est toujours généraliste. Il faut qu'on se spécialise encore plus. Et c'est là où on a plongé dans la pharmacie, donc 2012-2013. Et on a créé donc notre SaaS. Donc, c'est le premier logiciel 100% cloud au Maroc dans la gestion de pharmacie. Et donc, concrètement, ce que ça change pour un pharmacien, c'est, bon, tu as dit déjà, il a plus à venir mettre sa clé à la fin de la journée pour archiver ses datas. Et est-ce que ça change quelque chose pour le patient? Alors, en fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a plein de choses qui changent dans le quotidien du pharmacien. Avant, il était un peu isolé. Il était dans sa pharmacie, sur sa donnée, elle est sur son ordinateur. Quand il perdait son ordinateur, il pouvait perdre toutes ses données. Donc, il avait besoin de faire des sauvegardes externes. Ça lui prenait du temps. Et en plus, quand il était à l'extérieur de la pharmacie, il pouvait pas consulter ses données. Donc, il devait aller se rendre à la pharmacie pour voir ses données.
Donc, avec Sobrus, donc, il a eu l'accès à distance sur son téléphone, smartphone et autres, et tous les supports. Et au-delà de cet accès à distance, il a commencé à bénéficier en fait d'une connexion avec l'écosystème. Parce qu'il faut savoir que la pharmacie aujourd'hui est très connectée sur la supply chain pharmaceutique. Donc, elle va acheter 5-6 fois par jour de chez son grossiste, son ou ses grossistes. Elle va pouvoir faire des achats aussi directs chez le labo un peu moins fréquemment. Mais en gros, elle va beaucoup travailler avec le reste de l'écosystème. Et juste avant, tu vas avoir le pharmacien qui va se connecter avec le médecin. Quand je dis se connecter, c'est un grand mot aujourd'hui, parce qu'il se connecte juste à travers une ordonnance. Donc le médecin établit une ordonnance, le patient donc, va la déposer chez la pharmacie qui va délivrer les médicaments. Donc, comme tu peux le remarquer, il est connecté avec le médecin. Il pourrait être connecté avec le médecin d'un côté, il pourrait aussi être connecté avec ses fournisseurs de l'autre côté. Mais finalement, quand il n'y a pas une technologie qui lui permet de se connecter, il a besoin de faire ça par téléphone, sur papier, etc. Donc, il y a, avec le cloud et avec ce qu'on a mis en place sur Sobrus, c'est qu'on lui a permis justement, par exemple, de passer sa commande en 2 clics. Il a plus besoin de passer 15 minutes au téléphone à réciter un peu tout ce qu'il a noté sur sa fiche de son brouillard de commande pour pouvoir commander tel ou tel produit. Donc, il est connecté avec son grossiste, ses grossistes, il est connecté avec son patient à travers une app mobile qui s'appelle MySobrus. Et en fait, ça lui permet vraiment de ne plus rester enfermé, entre guillemets, au niveau de la pharmacie et avec tout dans la pharmacie, avec le risque de perdre ses données, mais de pouvoir se connecter avec le reste de l'écosystème. Tu as dit un Voilà. truc qui était intéressant, tu as dit qu'il était même connecté avec les médecins, moi ça me parle, mais aujourd'hui, donc en 2026, c'est quoi la connexion qu'il y a entre un médecin et un pharmacien? Alors, c'est pour ça que je disais, c'est un grand mot parce que ce n'est qu'un chantier aujourd'hui qui est lancé. Aujourd'hui, comme tu le sais, il y a la CNSS qui a lancé un chantier de feuille de soins électronique. Donc, cette feuille de soins électronique permet de remplacer le bout de papier que se trimballe, on va dire, le patient et qui doit avoir le cachet du médecin, le cachet du deuxième médecin, le cachet de la pharmacie. Et en fait, aujourd'hui, une fois que ce chantier avec la CNSS sera déployé, il sera potentiellement connecté directement au médecin. Donc le médecin n'aura plus besoin forcément d'imprimer des documents, quoique il va falloir juste scanner un QR code. Mais du coup, la donnée sera disponible directement entre le médecin et la pharmacie. Donc tu vas avoir ton ordonnance, papier par exemple, mais tu vas pouvoir la scanner et donc du coup ramener la donnée directement sur ton logiciel. Donc d'une certaine manière, c'est une connexion puisque tu n'as pas besoin d'aller saisir manuellement une donnée que le médecin a déjà saisie sur son logiciel. Donc ça, c'est le premier type de connexion. Après, tu vas avoir tout ce qui est connexion avec la CNSS, pour tout ce qui est suivi de remboursement, etc. Voilà, donc on aura peut-être l'occasion d'en dire un peu plus par la suite. Et par rapport aux patients, ok, moi je suis patient marocain, je vais dans une pharmacie, bon, qu'elle est Sobrus ou qu'elle ait un logiciel ou qu'elle prenne Mhm, enfin, qu'elle note à la main mhm. son stock et tout, qu'est-ce que ça change concrètement pour moi? Alors, on va pas privilégier la pharmacie qui a Sobrus, parce que ça peut être un peu borderline côté réglementation. Mais en gros, aujourd'hui, un pharmacien qui a le Sobrus, il peut donner la possibilité à ses clients, à ses patients, de consulter, par exemple, l'historique De des leurs achats. délivrances, de leurs achats, entre guillemets, des délivrances de médicaments qu'ils ont pris de la pharmacie. Moi, par exemple, patient, je peux me connecter à la pharmacie. Donc, j'ai une application qui s'appelle MySobrus. Je me connecte, je me link entre guillemets avec la pharmacie. Donc, la pharmacie me donne un code que je saisis et je donne un code que le pharmacien saisit pour autoriser de part et d'autre cette connectivité entre le pharmacien et le patient. Et en fait, ça permet tout simplement d'avoir tout ce que j'ai acheté sur mon téléphone. Donc, j'ai pas besoin par exemple, pour avoir l'historique. Il y a certaines pharmacies qui font des crédits à leurs patients. Je vais tout avoir sur mon téléphone, donc je vais savoir tout ce que j'ai acheté, etc. Donc avec potentiellement des rappels de médicaments, etc. Et c'est possible même, j'imagine, de faire des commandes depuis le patient auprès du pharmacien? Alors pas forcément, parce qu'aujourd'hui le Maroc le permet pas. Tu as ça dans d'autres pays. Dans d'autres pays, tu as le droit de commander du médicament à distance, mais au Maroc, tu n'as pas le droit de commander en ligne ou à distance les Même en médicaments. passant par un pharmacien? Même en passant par un pharmacien, il faut se déplacer pour aller voir un peu la pharmacie. Quel est le médicament ou pas? Il faut aller sur place
le demander, revenir si c'est nécessaire, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible par la loi. Et donc toi, 2012-2013, t'arrives, t'es jeune, t'as fait de l'expertise comptable, donc rien à voir avec la santé. Tu rentres dans une pharmacie et tu leur dis, écoutez, salut, moi j'ai un logiciel cloud-based, ce que vous faites, bon, c'est bien, mais ça a ses limites. Comment tu leur vends? En fait, si tu veux, on avait fait un peu la story différemment, c'est-à-dire que nous, comme je te disais, nous, on est très passionnés par le digital. Donc, on a choisi le secteur de la pharma parce qu'on s'est dit qu'on veut avoir de l'impact sur ce qu'on fait, et être content d'avoir de l'impact sur de la santé, et pas forcément un logiciel qui touche un peu moins ce qui est important pour le monsieur tout le monde. Donc, ta santé, tout le monde a besoin de sa santé, tout le monde a besoin d'être en bonne santé, de suivre sa santé. Donc, c'était une première motivation. Et après, il y a eu un déclic, c'est qu'un pharmacien qu'on a rencontré quand on était en train de s'installer dans un local qu'on avait sur Rabat, il nous dit: Qu'est-ce que vous faites? On est dans l'informatique, super. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec les pharmacies? Non, mais on y pense. Et là, il sort son téléphone, il me prend par la main, il sort son téléphone, il appelle son confrère, il lui dit: Ah oui, bonjour, ça va, Bekher? Alors, j'ai un jeune qui est très sympa, il a un logiciel de pharmacie qui est génial, alors qu'on n'a même pas encore de logiciel. Donc, c'était un peu les débuts, on va dire, de la solution Sobrus Pharma. Et après, donc, on s'est dit: Ok, bon, on développe, on va présenter la solution. Très bien. On voulait faire un peu les choses d'une manière un peu à la Apple, si tu veux. Donc, on se dit: tiens, on va présenter notre solution. On a réservé une salle dans un hôtel, on a fait notre présentation. Et donc, du coup, c'était un peu, comment dire, donc Une keynote. voilà, une sorte de keynote, tu vois, à notre échelle. Mais c'était un peu ça comme on le voyait. Donc, on a fait notre présentation et on s'attendait. Donc, on est parti avec un carnet de bons de commande parce qu'on s'est dit: tout le monde va adorer notre solution. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Tu fais ta solution, tu as l'impression que c'est la meilleure solution. Mais on était à des années-lumière pour pouvoir répondre à une solution, aux problématiques de la pharmacie. Donc, c'était juste la présentation, donc rien après, donc on n'a rien signé. Je signais la tante de mon associé qui a fait ça juste pour nous encourager. Mais finalement, donc on n'a rien signé ce jour-là et le travail n'a fait que commencer à ce moment-là. Donc on faisait pharmacie par pharmacie, on est parti les voir, on a commencé à faire les démos. Ça, c'est bien, ça, vous n'avez pas, il vous manque ça, il vous manque ça. Et en plus, comme on était jeunes et en cloud, ils nous disaient: mais si demain vous fermez, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que partent nos données, etc. Donc tu vois, il y avait un peu une question de confiance. Donc pendant toute l'année 2013, on a réussi à faire qu'un seul client. C'est une seule cliente. C'est une pharmacie sur Rabat. Une première cliente où on a fait les choses. Donc après, donc c'était, je me souviens, octobre 2013. Et c'était là où, en fait, ça a vraiment démarré. On a commencé à voir que notre logiciel n'a rien à voir avec le besoin du terrain, parce qu'on l'a fait derrière nos bureaux. Et il fallait faire beaucoup d'adaptations. On a beaucoup écouté nos clients. On s'est beaucoup adapté aux problématiques du terrain. Et c'est là où, donc on va dire, ça a commencé. Après, bon, client après client, on a commencé à avoir des itérations, des améliorations au fur et à mesure. Mais c'était quoi, par exemple, les principales problématiques? Toi, t'es arrivé avec ton logiciel, une sorte de CRM pour la pharma. Mm. C'est quoi le premier truc qu'ils t'ont dit? Non, mais ça c'est pas possible. Bah, si tu veux, déjà, la pharmacie, c'est pas un business, entre guillemets, qui est géré derrière un bureau, dans un bureau fermé, etc. C'est un business, c'est une activité qui est derrière un comptoir. Qui dit comptoir dit, tu as une file d'attente, tu as des gens qui attendent leurs médicaments, tu dois saisir très vite ton ordonnance, tu dois délivrer très rapidement tes médicaments, tu dois te faire payer très rapidement. Donc le flow, il faut qu'il soit hyper automatisé, hyper fluide. Sinon, bah, tu peux pas faire attendre 15 minutes un patient le temps que tu saisisses ta commande ou ton ordonnance. Et donc, du coup, il y avait toute cette partie d'optimisation qu'on a dû faire, sinon, c'était pas possible. Sinon, le pharmacien était obligé d'écrire sur papier et d'attendre à la fin de la journée pour ressaisir tout ce qu'il a fait. Donc, il fallait faire beaucoup d'optimisation. Concrètement, quand tu es derrière ton bureau, si tu as envie de faire une facture à ton client, tu rentres, client, crée une facture, tu saisis. Si ça te prend 5-10 minutes, ça ne te dérange pas parce que tu fais une facture, ton client t'attend, il peut attendre des heures pour le faire, tu lui envoies par mail ou autre. Mais un patient qui est derrière un comptoir, il attend que tu lui délivres ses médicaments, il est peut-être garé en deuxième position, il ne va pas attendre 15 minutes pour que tu délivres. Donc il y avait tout ça, une grosse simplification. Donc c'est la simplification de l'utilisation au quotidien,
derrière le comptoir, la simplification de tout ce qui est préparation des commandes, parce qu'aujourd'hui, comme je te disais, la pharmacie commande énormément de chez son grossiste, 4, 5, 6 fois par jour, ce qui est énorme. Et donc, du coup, quand elle se fait livrer, elle doit pointer rapidement les commandes. Elle doit s'assurer que la commande qu'elle a effectuée correspond à ce qu'elle a reçu, etc. Et donc ça doit se faire hyper rapidement. Ça peut pas se faire d'une manière, on va dire, pas très real time, quoi. Mais donc, comment tu fais ça, toi, au début? Tu vas voir que les pharmaciens, donc tu adaptes ta solution pour les seuls pharmaciens. J'imagine, dans un second temps, tu es allé voir tes grossistes, enfin les grossistes. Exactement. C'est-à-dire que, mais plusieurs années après. En fait, si tu veux, plusieurs années après, une fois qu'on a adapté notre solution, que ça commençait à tourner, on était obligé de connecter pour continuer à apporter de la valeur à nos clients. Parce que tu lui donnes un logiciel qui est cloud, c'est bien. Il n'a plus besoin de faire ses sauvegardes. Il a sa base de données de produits qui est synchronisée en temps réel, etc., etc. Et ça, c'est super. Mais comment tu fais pour m'apporter encore plus de valeur? Et c'est là, en fait, on a mis en place, donc, on a voulu mettre en place la commande en ligne qui permet au pharmacien de ne plus prendre son téléphone pour commander chez le grossiste. Donc, il a son logiciel qui lui propose les produits à commander. Il a un seul clic, ça part chez le grossiste, c'est connecté en temps réel, donc par des API. Ça part chez le grossiste qui traite la commande en une fraction de seconde et qui revient pour lui dire tel produit est disponible, pas disponible, etc. Donc ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun contact, on va dire, avec le grossiste par téléphone. Alors qu'avant, c'était uniquement par du téléphone. Et avant, par exemple, les factures, tu as dit, le pharmacien, il doit venir, il doit facturer rapidement son patient qui attend. Mm. Mais les logiciels qu'ils avaient, est-ce qu'ils permettaient de faire ça? Oui, ils étaient beaucoup plus efficaces que nous à l'époque, c'est-à-dire qu'ils lui permettaient de faire ça très rapidement, mais c'était sur son ordinateur. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand il y avait un problème avec l'ordinateur, il pouvait perdre ses données. Quand il avait plusieurs ordinateurs, ça commençait à être lent, parce que c'est des logiciels qui sont faits pour monoposte, on va dire, donc un seul ordinateur ou quelques ordinateurs, mais c'est pas pour des grosses pharmacies, donc ça commence à être plus lent, etc. Et en plus, à la fin de la journée, pour pas perdre les données, tu étais obligé de faire ta sauvegarde sur une clé USB et tout ça. Mais donc, au début, tu as dit que c'était relativement difficile, donc vous avez fait votre keynote à la Apple, ça s'est très mal passé. Très très mal passé. Et donc, sur le chemin, il y a eu beaucoup de non, j'imagine. Absolument. Il y avait quasiment que des noms la première année, à part une seule cliente. La deuxième année, on a eu 10 clients. Donc, encore une fois, moi je te parle d'un abonnement qui est à 2000 dirhams par an. Donc, chiffre d'affaires la première année 2000 dirhams, chiffre d'affaires la deuxième année sur cette activité 20 000 dirhams, c'est rien. Et donc, comment tu fais pour survivre? En parallèle, donc on avait toujours notre activité de site internet et tout ça, donc de web agency, mais sur laquelle on communiquait beaucoup moins et qui faisait que payer notre loyer et nos charges. Donc on continuait et en fait, si tu veux, avec le temps, ça a commencé à s'équilibrer. On faisait 90% web agency, 10% logiciel, 80-20 et jusqu'à ce qu'on n'en fasse plus, je pense 2015 ou quelque chose comme ça. Pendant 2 ans, on a fait les deux en parallèle quand même. Et après, donc on a arrêté et donc on a commencé à vraiment faire beaucoup plus. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, parce que là, quand on t'écoute, on a l'impression que la santé, la pharmacie, c'est vraiment, tu as trouvé ta voie, tu vois, parce que tu as dit que tu voulais faire un logiciel qui est utile et qui a Mm. une vraie valeur ajoutée pour les patients, les pharmaciens, etc., mais qui a une vraie valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, quand tu faisais du 90 Web Agency, 10% Sobrus, tu t'es dit, bon, écoute, Sobrus, peut-être, c'est pas une si bonne idée, on arrête et on se concentre sur le reste. Est-ce que j'ai voulu Est-ce que tu as abandonner, c'est voulu ça? arrêter, ouais. J'ai envie de dire heureusement que non, parce que c'est pas dans mon ADN d'arrêter, d'abandonner. Donc je me suis battu, mais ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que je voyais pas d'autres options. C'est-à-dire que pour moi, c'était je réussis ou je réussis. Enfin, il n'y avait pas d'autres options. Donc est-ce que j'arrête? Si j'arrête, c'est pour faire quoi? Pour rester chez moi, attendre la nouvelle idée géniale, alors que moi, je croyais même pas au fait de devoir avoir une idée géniale pour démarrer un business. Donc je démarre et c'est sur le parcours que j'adapte et mon idée, etc. Parce que sinon, on attend pendant des années à avoir la meilleure idée du monde. Et dès qu'on a cette idée-là, on découvre qu'il y en a d'autres qui l'ont prise et qui ont commencé à travailler dessus. Donc réellement, euh, on n'est pas du genre à abandonner. Pas du tout. Et surtout aussi qu'on n'avait pas d'options, on se donnait pas d'autres options. On se disait pas, soit je fais ça, soit je fais autre chose. Parce que la web agency, c'est pas quelque chose qui nous excitait au quotidien. On devait à chaque fois commencer à zéro avec les clients. T'as un client, il t'explique
Encore une fois, 2013, 2014, il t'explique qu'il a besoin d'un site internet pour avoir son catalogue. Tu plein d'allers-retours pour à la fin avoir 7000, 9000, 8000 dirhams pour son site. Et en plus, qui te dit que ça coûte cher parce que son cousin lui a proposé de lui faire à 2000 dirhams, 3000 dirhams. C'est pas quelque chose qui nous excitait. Et tu pouvais pas scale en plus. Et ouais, exactement. Et tu recommences à zéro avec chaque client. Donc, on était obligé à un certain moment d'aller vers là où on se sentait bien. Mais là où on se sentait bien, il y avait beaucoup moins d'argent à court terme. Donc, on était obligé de résister et de continuer à construire Sobrus Pharma, la première solution qu'on a développée, pour après devenir rentable après 7 ans. Donc, en 2019, c'est là où on est devenu rentable. Mais par exemple, comment est-ce que tu sais que ton idée va devenir rentable ou bien elle va être, on va dire, aussi grosse que ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est 7 milliards de dirhams, etc. Donc c'est énorme. Comment est-ce que tu sais que en 2012-2013, ça a le potentiel d'être ça? Parce que tu as dit un truc très très juste, c'est que même moi, je le pense sincèrement, il n'y a pas de bonne idée. Il n'y a que des bonnes façons de, Absolument. on va dire, de façonner cette idée et de la Absolument. rendre, de la Absolument. mettre en vie, tu vois. Et donc, je pense que tout le monde a déjà eu, enfin, tout le monde a déjà eu une idée et cette idée, elle a dû être partagée par plein de gens dans le monde entier en même temps ou même avant. Mm. J'imagine que un SaaS cloud-based pour les pharmacies, c'était pas révolutionnaire en Europe. Absolument. Enfin, alors en Europe, ils n'ont pas non plus de logiciel en cloud. Il y a un nouveau logiciel qui a démarré récemment qui est en cloud, mais eux aussi, ils ont un logiciel en prémisse installé en local. Ah, ok. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on aille en Europe et c'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on a une filiale en France sur laquelle on développe notre activité sur l'Europe. Donc, au Maroc, on avait des logiciels qui étaient cloud-based alors qu'en Europe, ils ne l'étaient Absolument. pas. Absolument. D'ailleurs, quand on a fait nos premières présentations en France, on me disait, attends, mais c'est une boîte marocaine, ça, qui fait ça? Oui, oui, bien sûr, c'est une boîte marocaine qui. Et aux US, Je sais pas, c'est pas un marché que je regarde. Peut-être l'Asie, les US. Je pense que même les US, ça doit être la même chose, mais franchement, j'ai pas regardé. L'Asie, ils ont probablement. Moi, je suis plus concentré sur le marché Europe, Afrique, Moyen-Orient. C'est les marchés que je connais le mieux. mais typiquement tout à l'heure, tu parlais des logiciels qu'ils avaient, tu disais qu'ils faisaient bien leur travail, mais uniquement en local. Pourquoi est-ce qu'ils les ont pas mis cloud-based? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je pense que dans la vie, il y a des cycles. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne craquer ce cycle-là. C'est-à-dire, tu vas avoir des améliorations. C'est un peu comme la création, on va dire, l'invention des voitures. Tu vas avoir pendant des siècles et des siècles, tu vas avoir des gens qui sont sur des chevaux. Et tu vas avoir un gars qui va se dire, tiens, ben, pourquoi un cheval? Pourquoi pas une machine? Et donc, du coup, créer, qui va inventer la voiture. Et ça, j'aime bien parce que moi, j'aime bien Henry Ford quand il dit si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Alors qu'en fait, personne lui dirait moi, je veux une voiture, ce serait bien que tu nous inventes une voiture. Personne ne va te dire ça. Pareil pour la pharmacie, pareil pour plein d'activités. Si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, ils vont juste te dire je veux que ce logiciel-là fasse plus d'actions d'une manière peut-être automatisée, soit plus joli, que j'ai moins besoin de faire des sauvegardes et tout ça. Et donc, du coup, tu vas pas avoir quelqu'un qui va te craquer ce système-là, ce cycle-là, qui va se dire, bah tiens, pourquoi je ne ferais pas du cloud? Et quand tu es jeune, t'as pas de, on va dire, d'engagement perso ni pro et tout ça, tu n'as rien à perdre en fait si ça marche pas. Alors que les boîtes qui sont établies, elles se disent, oui, mais on a 500 collaborateurs. Si on passe en cloud, il faut qu'on licencie 200 et qu'on en recrute 100. C'est très gros pour pouvoir faire ce changement. Donc, ils restent un peu pareil dans les mêmes activités. Ils vont juste améliorer leur propre logiciel, mais sans forcément craquer, on va dire, tout ça. Donc, s'il n'y a pas un gars ou une boîte qui va venir et qui va se dire, bah, tiens, pourquoi pas, pourquoi les autres et pas moi, etc. Je pense que ça continue jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne craquer ce cycle. Ouais, donc en gros, c'est pour disrupter, c'est comme une marche d'escalier. Genre, tout le monde fait. C'est un troupeau, il y a un gars qui change du truc et Absolument. donc ça change tout. Et tu peux avoir plein de gars qui vont essayer de changer, ça va pas marcher, on va pas en entendre parler. Mais tu vas avoir peut-être un gars ou une nana qui va faire le changement et qui va être noyé parmi toutes les personnes qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, jusqu'à ce
ce qu'elle se distingue et qu'elle se dit, bah tiens, finalement, ça marche. Parce que nous, quand on a démarré, tout le monde, nos compétiteurs, je préfère dire compétiteurs que concurrents, nos compétiteurs, ils disaient, c'est des gamins, ils sont en train de faire n'importe quoi, le cloud, ça va jamais marcher en pharmacie, toutes les pharmacies veulent garder leurs données en local, donc personne n'y croyait. Personne n'y croyait, ni client, ni compétiteur, ni personne. Personne ne croyait que ça allait marcher, jusqu'à ce que ça marche. Et donc, tu as dit break-even en 2019. Et c'est combien de pharmacies? Aujourd'hui, on a à peu près 7000 pharmacies. Et en 2019? 2019, j'ai même plus les chiffres en tête, mais ça doit être peut-être 500, 600 pharmacies. Mais donc, il y a quand même 500 pharmaciens qui vous font confiance en 2019 alors que vous êtes des gamins, entre guillemets. Absolument. Bah, on a grandi entre-temps, parce que 2019, j'ai dû quoi, avoir 29 ans, mais quand j'ai démarré, j'avais 21 ans. Euh, donc c'est, disons qu'il y a eu un peu plus de confiance. Et comme ils ont vu pendant 7 ans, ils nous voyaient dans chaque événement, ils nous voyaient à chaque occasion. Ils ont compris qu'on lâchait pas et qu'on n'allait pas lâcher jusqu'à ce que ça marche. À un certain moment, ça a commencé à se faire parce que le client est, en fait, son logiciel important, le pharmacien, son logiciel est très important pour lui parce qu'il a tous ses crédits clients, il a ses années d'historique de ses commandes, c'est vraiment son outil de travail de tous les jours. Il a sa comptabilité dedans, il y a vraiment tout tous les jours qu'il utilise tous les jours. Donc, pour que tu lui fasses changer, il va pas juste changer juste comme ça et se dire je vais prendre le risque de changer. Il faut qu'il te fasse confiance. Et c'est un cycle qui prend beaucoup de temps, c'est des années. Et donc moi, je me souviens, j'avais des clients, donc des pharmaciens sur lesquels je notais sur le téléphone 2016, et il a pris en 2020, 2021. Donc, pendant 4 ans où on se parle amicalement, mais sans qu'ils prennent notre solution. Donc ça prend des fois des années pour qu'il prenne la solution, parce qu'il a besoin de te faire confiance, parce il va te faire confiance pour te mettre ses données chez toi, pour utiliser ton logiciel et pas un autre logiciel, etc. Et donc, cette relation de confiance, elle se construit avec le temps. Elle vient pas, ça s'achète pas. C'est quelque chose qui vient avec le temps. Tu as dit publiquement vouloir être la première licorne marocaine. Donc, 1 milliard de dollars d'euros de capitalisation. Absolument. Est-ce que c'est un objectif réellement atteignable pour une startup au Maroc, surtout dans les SaaS, ou est-ce que c'est plus marketing? Alors, il n'y a pas de marketing. Je suis très nul en marketing, je crois. Sinon, je serais plus visible sur les médias et tout ça. Mais c'est vraiment une ambition. On a toujours adoré être numéro un, les premiers, les meilleurs, les plus forts, etc. C'est quelque chose qu'on aime. Je faisais du sport pas de haut niveau, mais du sport, on va dire professionnel quand j'étais plus jeune. Et j'ai toujours visé la première place. Je me suis jamais dit, tant que je suis dans le deuxième, troisième place, ça me suffit. J'ai toujours visé la première place. Alors tu peux y arriver, comme tu peux devenir numéro 2, numéro 3, mais c'est déjà largement mieux que d'être numéro 7 ou 10 ou 20 et tout ça. Donc, quand on le dit, on le pense. Est-ce qu'on va réussir à le faire uniquement au Maroc? Certainement pas, parce que le marché n'a pas suffisamment de profondeur aujourd'hui. Le Maroc, on adore notre pays, mais c'est un marché qui est très petit par rapport à d'autres pays comme au Moyen-Orient, comme peut-être Nigeria ou enfin, Arabie Saoudite ou d'autres pays en Europe aussi, pareil. En fait, si tu veux, le Maroc, c'est un pays qui est très bien. Tu pourras pas devenir une licorne, à mon avis, au Maroc, parce que la taille de marché ne le permet pas. Donc, il faut obligatoirement être à l'international. D'où notre stratégie d'expansion internationale. Donc, on veut, pour répondre à ta question, oui, on veut, on le pense. Est-ce que c'est atteignable? Je sais pas. Mais en tout cas, on le vise. Et probablement, si on le vise, c'est qu'on essaye de l'être. Et il y a une expression qui dit que d'ailleurs avec laquelle je suis pas très d'accord, vise la lune pour atteindre les étoiles ou vise... Donc moi je me suis toujours dit pourquoi j'ai l'impression que c'est la lune qui est plus proche des étoiles. C'est vrai. Donc pourquoi il dit ça? Donc mais en tout cas, je vise très haut, on y croit et si on est valorisé à 800 millions d'euros au lieu d'un milliard, c'est déjà pas mal. Donc Actuellement, vous essayez de lever des fonds? on a levé des fonds, on est assez discret sur ce sujet. On a levé des fonds début 2025. On est en discussion avec un autre acteur pour une deuxième levée de fonds. Et en fait, nous, la levée de fonds aujourd'hui qu'on fait, elle nous sert pas à développer le Maroc. C'est uniquement pour l'international. Parce qu'au Maroc, on est déjà très bien établi, alhamdoulilah.
On a une bonne autorité, on est déjà rentable au Maroc. Si on veut continuer à nous développer qu'au Maroc, on n'a pas besoin de fonds externes. OK? Donc c'est plus pour développer l'international, parce que quand tu veux développer l'international, c'est des nouvelles équipes, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de com parce qu'ils ne te connaissent pas. Quand tu vas au Pakistan, quand tu vas en Arabie Saoudite, et cetera, ils ne te connaissent pas. Il faut que tu recommences un peu l'exercice from scratch et que tu te dises: «OK, pour le faire, est-ce que je vais puiser dans les ressources marocaines pour aller développer l'international?» Ça peut être dangereux pour le marché marocain. Donc, et en plus, on n'a pas suffisamment, on va dire, de cash pour développer aussi bien le Maroc que l'international. Donc, on lève pour développer l'international. Tu as dit que le marché nigérien, bon, nigérian, c'est normal qu'il soit plus gros parce que bon, ils sont beaucoup plus nombreux, mais l'Arabie Saoudite, à quel point ils sont plus gros que nous? Alors, c'est 7 fois, le marché du médicament en Arabie Saoudite, c'est 7 fois plus grand que le Maroc. Ils sont, Alors que la population n'est pas, enfin, pas 7 fois plus grande. ouais, après, tu sais un peu le pouvoir d'achat, c'est l'innovation qu'ils ont au niveau des produits qu'ils ont. Enfin, vraiment, c'est le panier moyen, la fréquence d'achat, etc. Et donc, vraiment, c'est vraiment 7 fois, voire un peu plus, avec l'évolution de taille par rapport au Maroc. Mais sauf que vous êtes, toi tu m'as dit c'est à peu près 2000 dirhams par mois, par an. Exact. Le panier moyen, en quoi il rentre Ah ouais, c'est une excellente question. En fait, aujourd'hui, si tu veux, nous, le SaaS, c'est que la partie visible de l'iceberg. On n'a pas fait ce métier ou on n'a pas lancé cette boîte pour faire que du SaaS toute la vie, parce que sinon, c'est pas rentable. Aujourd'hui, on est 80 personnes. Si on devait se concentrer que sur le SaaS pour développer notre activité, on aurait fermé il y a longtemps. Donc, la partie visible de l'iceberg, c'est le SaaS, mais tout ce qui vient derrière, c'est ce qui va nous faire vivre et c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus, on va dire, rentable? rentable et avec un business model beaucoup plus sain. Et en même temps, c'est aussi dans l'intérêt de nos clients, parce qu'au lieu d'aller augmenter nos prix, parce que nos prix n'ont pas augmenté depuis 2013, Il n'y a pas tout, d'inflation? tout a augmenté, le gasoil, l'essence, tout a augmenté, sauf nos prix. Et vraiment, c'est plus intéressant pour nos clients qu'on développe d'autres choses, toujours dans la pharmacie, pour la pharmacie, mais c'est d'autres acteurs qui vont payer pour la pharmacie. Donc en vrai, vous pouvez presque éliminer une partie des grossistes. C'est pas l'objectif du tout. Et c'est pas. En fait, quand je dis d'autres types d'activités, c'est par exemple le transactionnel. Donc, en gros, aujourd'hui, tu as la capacité de vendre en ligne la parapharmacie. Donc, nous, on est capable d'aller capter, d'offrir ce service-là à nos clients. Et on va prendre une commission sur la transaction de vente de para en ligne, par exemple. Ça peut être plein d'autres choses transactionnelles. Ça peut être sur le paiement, sur la partie fintech, donc sur le paiement électronique. Ça peut être sur plein de choses, mais c'est du transactionnel. Donc en gros, les acteurs se disent: OK, c'est intéressant de bosser avec une boîte comme Sobrus, parce que derrière, c'est 7000 pharmacies qui font confiance et c'est un réseau qui est solide. C'est le réseau le plus solide de pharmacie au Maroc. Et donc, du coup, c'est un accélérateur pour ces types d'acteurs. Il y a un truc que j'ai lu, c'est vous avez fait aussi comme une sorte de marketplace entre les labos et les pharma. Oui, absolument. Mais donc là, tu court-circuites un peu le grossiste, non? En fait, on le court-circuite pas parce que le grossiste lui-même peut être sur la marketplace. En gros, on est parti d'un constat qui est très simple. La pharmacie passe beaucoup de commandes chez le grossiste et chez le laboratoire, mais le parcours est très compliqué pour passer ces commandes parce que c'est sur papier, c'est par téléphone, c'est sur WhatsApp, etc. Et nous, on est venu, notre métier, c'est le digital. Donc, on a digitalisé cette activité-là. Et on permet aujourd'hui à la pharmacie de commander chez son grossiste, ses grossistes et ses laboratoires directement sur la plateforme. C'est juste un canal de prise de commande. Donc, c'est intégré à la solution Sobrus Pharma. Donc, c'est intégré à l'intérieur du logiciel. Elle permet de faire cette commande directement sans sortir du logiciel, sans passer par papier, email, WhatsApp et compagnie. Mais c'est directement intégré au logiciel et ça permet de digitaliser ce type de transaction. Et cette digitalisation fait gagner du temps, elle fait gagner en confort d'utilisation parce que tu peux le faire 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu n'as pas besoin de quelqu'un à l'autre bout de la ligne qui va saisir ta commande. Tu peux faire à 3 heures du matin, tu as fini la garde, tu saisis tes commandes et le lendemain, 9 h, 10 h, tu reçois ta commande. Ça, c'est des choses qui apportent de la valeur aux pharmaciens
parce que c'est du confort dans l'utilisation, c'est moins d'erreurs, parce que quand tu dis tes commandes par téléphone ou tu les écris à la main, tu perds, enfin, déjà, il y a un problème de traçabilité et il y a aussi des erreurs de saisie. Donc, tu as commandé tel produit, X, et tu reçois X prime, parce qu'ils se ressemblent, parce que c'est le format qui est grand format, petit format et compagnie. Et en fait, nous, notre rapport, c'est vraiment de digitaliser cette relation, tout en gardant bien sûr l'humain au cœur de cette relation, mais on lui donne un outil qui lui facilite le quotidien. Donc, on n'élimine personne. Au contraire, nous, on est là pour un peu renforcer, empower la supply chain pharmaceutique, mais pour remplacer personne. Moi, j'aimerais te poser une question, ok? Les Marocains et nos auditeurs adorent Tbargig, ok? Et vous, vous avez des données hyper sensibles sur toutes les pharmacies, sachant que chez nous, l'argent, c'est un peu tabou, ok? Bon, en France, tu m'as dit que c'était pas du tout tabou et que bon, ils donnaient ouvertement leurs chiffres, etc. Au Maroc, je pense que c'est très différent. On a à peu près 14 000 pharmacies au Maroc contre 9 000 en 2015. Ok, le CA moyen d'une pharmacie au Maroc, c'est à peu près 950 000 dirhams par an. Ça, c'est pas moi qui invente ces chiffres, hein. Et apparemment, les revenus pro annuels moyens d'un pharmacien seraient de 85 000 dirhams par an, ce qui semble relativement faible pour le coût d'une pharmacie et la formation, etc., etc. T'en penses quoi de ces chiffres? Alors, sincèrement, euh, j'aimerais bien faire plaisir aux auditeurs qui aiment bien Tvergig, mais malheureusement, j'ai pas de données sur ça. J'ai aucune information sur combien gagne le pharmacien, ni quel chiffre d'affaires, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, en fait, ça va pas faire plaisir à certains, mais aujourd'hui, la donnée, elle est anonymisée au niveau de la plateforme, donc au niveau de Sobrus, elle est anonymisée. Donc, tu as des transactions qui passent, mais tu sais pas qui a fait quoi. Donc, combien il a vendu, à qui il a vendu, combien il a vendu, etc. Donc, tu peux pas savoir l'identité de qui que ce soit sur la plateforme. Donc, combien il gagne, la vérité, aucune idée. J'ai aucune information sur combien gagne un pharmacien. Notre rôle, c'est de leur faire, de les aider à gagner encore mieux leur vie avec notre outil, en leur faisant gagner du temps, en augmentant leur marge et en leur permettant d'augmenter un peu leur chiffre d'affaires à travers certains canaux digitaux quand c'est possible légalement. Mais sincèrement, aucune information sur le salaire de qui que ce soit. Mais donc, par exemple, enfin, tu peux pas faire la différence entre une pharmacie, une grosse pharmacie qui marche au centre de Casa et une pharmacie plus périphérique qui galère plus. Théoriquement, non. Théoriquement, non. Nous, en fait, si tu veux, pourquoi je dis théoriquement? Parce que on connaît nos clients. Donc, c'est une relation de confiance, c'est une relation sur plusieurs années. Donc, avec le temps, on comprend que telle pharmacie est plus grosse qu'une autre, parce qu'elle s'intéresse à tel type de produit par rapport à d'autres types de produits. Mais c'est plus de la connaissance de clients plutôt que combien fait telle pharmacie ou telle pharmacie. Et donc, t'as pas de chiffre non plus sur c'est quoi les médicaments qui sont les plus vendus. Non, non, absolument pas. J'ai aucune information sur tout ça. Et c'est pas quelque chose qui pourrait être, qu'on pourrait développer à l'avenir. Oui, il y a déjà un acteur ou deux qui font ça sur le marché marocain. C'est des études statistiques, etc. C'est ni interdit par la loi, ni contre-éthique, ni quoi que ce soit. C'est très fréquent dans d'autres pays un peu plus développés ou en tout cas sur des pays en Europe ou d'autres régions. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on doit le faire un jour, ça ne sera fait qu'avec l'accord du pharmacien parce que c'est pas nos données et c'est le pharmacien qui doit donner l'autorisation et qui doit gagner aussi quelque chose en contrepartie de cette autorisation. Donc, il doit donner d'abord son autorisation pour que la donnée, même anonymisée, soit utilisée et qu'il gagne quelque chose en contrepartie. Donc, ça, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, euh, c'est possible techniquement, mais il faut que ça se fasse dans les règles de l'art, avec le consentement du pharmacien, avec l'incentive des personnes concernées, pour pouvoir faire les choses correctement. Ok, on revient en mars 2026, coup de tonnerre, il y a le Conseil de la concurrence qui sort un avis favorable, enfin, on va dire favorable, en tout cas, qui sort un avis concernant le marché de la pharmacie. Donc, sur l'ouverture du capital des pharmacies à des investisseurs externes et en faisant référence au modèle américain du style CVS et tout, britannique, Boots, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors,
C'est vrai que moi je pense que c'est une recommandation qu'a fait le Conseil de la concurrence par C'est rapport à un une avis, ouais. ouais, c'est ça et mon avis importe peu, mais je pense que le que les activités d'une pharmacie ne doivent pas être assimilées à des activités commerciales de tout commerce, confondu. Donc c'est pas Moul Hanout, c'est pas un commerce de proximité classique. C'est une activité qui traite la santé et donc du coup, c'est le patient derrière, c'est des données qui sont hyper confidentielles, il faut être formé pour pouvoir être derrière un comptoir. Donc il faut pas assimiler l'activité de la pharmacie, quelle qu'elle soit, à un commerce comme un autre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut apprendre des erreurs des autres pays, parce qu'on n'est pas les premiers à vouloir le faire ou à penser le faire. Moyen-Orient, Pakistan, notamment où j'ai été il y a un mois ou un peu plus, on parle de chaînes de pharmacie. C'est que des chaînes de pharmacie. Moyen-Orient, pareil, donc Arabie Saoudite, les Émirats, etc. C'est des pays dans lesquels les chaînes, il y a que des chaînes, pardon, il y a que des chaînes de pharmacie. Donc, ça, c'est forces et ses faiblesses, mais il faut apprendre des erreurs des autres pays pour pouvoir éviter de faire la même chose au Maroc. Et je pense qu'il faut aller régler le problème du pharmacien, qui n'est pas forcément l'ouverture de capital ou pas, mais c'est plus aller régler ses problèmes, les problèmes qu'il a au quotidien sur les remboursements, sur les parcours qui sont un parcours de combattant pour le pharmacien pour aller faire telle ou telle activité qui va faire en sorte que ça rentabilise son business, son activité, avant d'ouvrir le capital, parce que c'est pas question. En fait, c'est comme une entreprise qui veut lever des fonds, alors qu'elle a des problèmes structurels. Donc, tu lèves des fonds, c'est bien, mais tu vas juste camoufler le problème en attendant que les fonds retombent, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en gros, ce que le Conseil de la concurrence dit, c'est simple. Ils disent, on a à peu près 14 000 pharmacies. Sur les 14 000, il y a une grande partie, à peu près 4 ou 5 000, qui ne sont pas rentables. Donc voilà, c'est difficile pour les pharmaciens de subvenir à leurs propres besoins en ayant ces pharmacies, sans enlever le rôle des pharmaciens qui n'est pas du tout un molhanout, c'est clair. Mais à partir du moment où il y a autant de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, sachant que la pharmacie, c'est aussi un jeu de taille. Il y a des chaînes de pharmacie, ils font des économies d'échelle. Bon, un milliard de choses qui font que c'est moins cher et qu'en fait, ils ont de meilleurs profits. Ils peuvent proposer plus de produits, être plus attractifs, faire des magasins plus grands, etc., etc., etc. En gros, c'est ce qu'ils disent, hein. Après, moi, je fais Mhm, bien l'avocat du sûr, diable. bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Mais donc, ça serait quoi le problème du modèle, par exemple, UK? Très bien. Alors, si on prend la pharmacie, si on veut rappeler un point qui est très important, la pharmacie, c'est une entreprise. Une entreprise, quand elle est en difficulté, on n'injecte pas plus de fonds pour qu'elle ne soit plus en difficulté. On regarde qu'est-ce qui fait qu'elle est en difficulté. Mhm. Est-ce que c'est une question de marge? Est-ce que c'est une question de coût de structure? Est-ce que c'est une question de taille de marché? Est-ce que c'est une question de réglementation rigide qui ne te permet pas de faire telle ou telle activité? Il y a plein de questions qu'il faut se poser avant même d'arriver au stade de est-ce que la pharmacie a besoin de plus de capitaux? Donc, on ouvre le capital de la pharmacie donc, pour qu'elle ait plus de capitaux pour aller se développer. Est-ce que c'est question de capitaux ou est-ce que c'est question déjà d'optimisation du modèle existant? Je te donne un exemple très simple. En France, par exemple, la pharmacie, elle est capable de faire tout ce qui est vaccination pendant Covid. C'est la pharmacie qui a pris en charge les vaccins pendant Covid en France. Au Maroc, c'est pas la pharmacie qui a géré ça. Donc c'est un manque à gagner pour la pharmacie. Donc la pharmacie aujourd'hui au Maroc, elle est très limitée en termes on va dire de communication, d'efforts marketing, etc. Elle peut pas faire de la publicité, elle ne peut rien faire. Elle peut très difficilement faire des activités de vente en ligne. Aujourd'hui, tu as envie de vendre, en tant que pharmacien, tu as envie de vendre de la para qui est totalement légale pour de la vente en ligne. Tu ne peux pas le faire dans ta pharmacie en étant l'esprit tranquille. Tu es obligé de créer une autre entreprise pour développer ton activité en ligne. Donc, quand on parle de ces éléments-là, tu ne fais pas de marketing, tu n'as pas la possibilité de vendre en ligne, tu es pris par des tarifs qui sont réglementés, de médicaments qui sont réglementés, etc. Et plein d'autres choses font que l'activité de la pharmacie, elle est prise dans une sorte de cage, et donc elle ne lui permet pas de se développer. Donc, il faut déjà
permettre à la pharmacie de régler ses problèmes et de l'aider à régler ses problèmes et de l'impliquer dans les décisions de la santé du pays, avant de se dire, OK, ça marche pas, la pharmacie n'est pas rentable, la pharmacie a des difficultés, donc du coup, on va ouvrir le capital pour mettre plus d'argent. Ben, tu mets plus d'argent, s'il y a encore des trous, si c'est pas optimisé, c'est juste que tu vas camoufler le problème en attendant qu'il revienne plus tard. Donc, avant même de faire quoi que ce soit comme ouverture de capital, de capitaux, il faut déjà voir qu'est-ce qui fait que la pharmacie est en difficulté. Euh, Est-ce que voilà, il y a plein de raisons. Aujourd'hui, avec la CNSS, ça va probablement augmenter la consommation du médicament parce que tu vas avoir plus de monde qui plus de citoyens assurés. Donc, ils vont consommer moins de gingembre, ils vont aller plus peut-être faire des achats en pharmacie, etc. Et donc, du coup, le panier moyen du patient qui est aujourd'hui, je pense, de tête, 500 dirhams par an pour un patient, pour un citoyen. Donc, c'est rien par rapport à d'autres pays. Et donc, ce panier moyen va grandir. Et donc, du coup, s'il grandit, c'est qu'indirectement, la pharmacie a grandi avec. Donc, régler d'abord les problèmes de la pharmacie avant d'ouvrir ou pas le capital. Et s'il faut l'ouvrir, si c'est ce qu'il faut faire, il faut voir un peu les erreurs qui ont été faites dans d'autres pays pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai une question qui est un peu particulière, ok? Si tu étais ministre de la Santé pendant 24 heures, ça serait quoi ta première décision? Quand même compliqué, je ne m'étais pas préparé à cette question. Excellente question. Qu'est-ce que je ferais? La vérité, je pense que notre ministre fait déjà très bien le boulot. Moi, je suis très loin de la politique. Mais je parle en dehors, sans rentrer dans la politique, etc. Parce que moi non plus, je m'y connais pas du tout, hein. Mais si tu pouvais prendre une décision réglementaire aujourd'hui qui impacterait les pharmacies, ok, ça serait quoi? Déjà, avant de prendre une décision, je me poserai euh, autour de la table avec tous les acteurs qu'il y a. Je permettrai à ces acteurs déjà de connaître euh, je vais déjà poser plein de questions pour comprendre les forces et les faiblesses de chaque acteur, les demandes de chaque acteur, avoir tout le monde autour de la table et pas faire des décisions peut-être en silo. euh, Même si c'est pas évident quand tu as beaucoup de professionnels avec qui tu dois te poser, je peux comprendre forcément la complexité. Mais avant de prendre quelque décision que ce soit, je me poserai avec toutes ces personnes, je comprendrai un peu les forces et faiblesses de chacun et j'impliquerai tout le monde pour pouvoir. Bon, c'est vrai que ça fait bisounours, mais pour pouvoir avoir des solutions qui vont faire grandir tout le monde. Donc, je vais regarder un peu les problématiques qu'ont les médecins dans leur quotidien, je vais voir les problématiques qu'ont les pharmaciens dans leur quotidien, les grossistes dans leur quotidien, le laboratoire dans leur quotidien, et je vais essayer de voir un peu comment faire en sorte de régler les problèmes de tout le monde. On va jamais réussir à satisfaire tout le monde, mais au moins qu'on comprenne un peu les défaillances qu'il y a dans le système, parce que des fois, c'est juste une question de communication. C'est juste que tel texte de loi a été fait parce que il y a telle problématique, on n'a pas pensé aux dégâts qu'il peut avoir sur un autre corps de métier, et vice-versa. Donc, la première décision que je ferai, c'est que je prendrai tout le monde autour de la table pour mieux comprendre et pour voir un peu comment je peux avoir un impact positif. Je pense, hein. Après, moi, encore une fois, le ministre, il fait très bien le job. Bon courage. Et c'est pas évident parce qu'il faut allier production et politique en parallèle. Donc, ça doit pas être évident. Mais en tout cas, moi, je me concentre sur mon job. Mais maintenant, toi, avec le recul que tu as, ok, tu as du recul, ça fait 15 ans, enfin 14 ans que tu es vraiment au cœur de la pharma, tu connais hyper bien toute la supply chain pharmaceutique et tout. Aujourd'hui, c'est potentiellement la réforme va passer, enfin j'en sais rien, mais c'est une possibilité qu'elle passe. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de faire des études en pharmacie? Et je vais lui poser la question pourquoi il veut le faire. Et en fait, c'est valable pour tout type d'études, que ce soit pour la pharmacie ou pour autre. Pourquoi tu fais ça? Si c'est pour faire du business, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Et est-ce que c'est le meilleur business? Est-ce que c'est le plus rentable? Si c'est une question de proximité du patient, si tu as envie d'être proche du patient, de régler les problèmes du patient, d'être le premier conseiller que le patient vient voir quand il a des problèmes de santé, etc., il faut le faire parce que c'est pas question d'argent forcément. Et l'argent, tu peux le gagner de différentes manières. Mais moi, je pense que c'est vraiment, il faut savoir pourquoi tu le fais. Parce que peut-être qu'il y a une époque
où le pharmacien, quand il étudie la pharmacie, c'est parce que c'est une étiquette dans son entourage. Waouh, tu vois que là, c'est un pharmacien, c'est un médecin, etc. C'est peut-être aussi à une époque, c'est question de revenus. Il y avait très peu de pharmacies, donc peut-être que les revenus étaient beaucoup plus importants. Aujourd'hui, c'est peut-être c'est pas ça qui doit driver les personnes qui veulent faire pharma. C'est pourquoi tu veux le faire. Est-ce que tu veux le faire parce que tu as envie d'aider les gens, tu as envie d'être proche, tu as envie de donner des conseils, pas forcément vendre ou délivrer des médicaments, mais donner du conseil, sentir que tu règles des problèmes. Après, chacun ses motivations, mais en tout cas, il faut se poser les questions, que ce soit pas uniquement des questions de titres ou de gain d'argent, parce que c'est des choses qui, avec le temps, peuvent disparaître. Et ce qui reste, c'est le noyau. C'est pourquoi tu l'as fait le premier jour. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis par rapport au fait que ce soit pas forcément drivé par l'argent. Ça me fait un peu penser à ce que tu as dit tout à l'heure sur quand vous avez lancé Sobrus et qu'au début, bon, clairement, tu n'as pas gagné d'argent pendant 7 ans, tu étais hyper jeune, mais c'est un projet qui te passionnait plus que la web agency, alors que la web agency, à ce moment-là, clairement, était ce qui faisait manger, quoi. Absolument, absolument. En fait, c'est question vraiment de passion et de prendre du plaisir au quotidien. Parce que j'aime bien un exemple que je donne assez souvent, c'est que quand tu rentres en cours et que c'est un cours que tu n'aimes pas le prof ou tu n'aimes pas la matière, le temps passe tellement lentement, tu as envie que ça sonne et que tu sortes. Une heure peut te sembler comme être une journée. Quand c'est une matière qui t'intéresse, à peine tu t'installes, tu es en plein dedans, tu as l'impression que ça fait que 5 minutes alors que ça fait déjà 2 heures que tu fais cette matière. Et en fait, c'est vraiment ça un peu l'entrepreneuriat. Et moi, je trouve que c'est ça. Quand tu prends du plaisir, tu sens pas le temps passer. euh, tu as plus d'énergie. Quand tu bosses, tu n'as pas l'impression de bosser. En fait, c'est une façon de s'amuser. Bon, après, c'est sûr que tu vas avoir des problématiques. Tu dois payer des gens, payer des fournisseurs. Tu dois avoir des contraintes à gérer, des problèmes à gérer, etc. Mais en fait, quand tu es déjà à 80, 70, 80% de ton temps, tu le fais en prenant du plaisir, tu sens pas le temps passer. Donc, tu produis beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux que quelqu'un qui fait ça juste parce qu'il a un objectif dans 14 semaines pour arriver à tel objectif. Et en plus, ça te permet même d'être plus résistant parce que tout le monde fait des BP. Moi, quand j'ai démarré, mon père, il me disait, les entreprises qu'il a fait, enfin, c'est un expert comptable, il me disait, tu sais, une entreprise, il faut que ça tendre à ce qu'elle soit rentable entre 3 et 5 ans. Ok, cool, mais heureusement que j'attendais pas avec un compte à rebours les 3 à 5 ans parce que j'ai attendu beaucoup plus longtemps. Et en fait, tu es beaucoup plus résistant quand il y a des imprévus dans la vie. Quand tu as quelqu'un qui te met un coup de couteau dans le dos, quand tu as quelqu'un sur qui tu comptais, qui n'est pas, qui n'a pas respecté sa parole ou autre, quand tu as des contraintes sur le marché, tu commences à développer un truc, tu t'attends à ce que tu vas vendre X, première année, Y, deuxième année, que ça marche pas comme tu as prévu. Tu es beaucoup plus résistant à ces imprévus, et c'est sûr qu'il y a des imprévus tout le temps. Mais encore pire en entrepreneuriat, c'est pas des maths, on va dire, mais c'est beaucoup d'imprévus, et tu es beaucoup plus résistant quand tu aimes ce que tu fais. Donc moi, je pense, tu sens pas le temps passer, et tu es beaucoup plus résistant aux imprévus. Alors que si je te dis, demain on va voyager, et ta seule envie, c'est de voyager. Donc, du coup, tu sacrifies tout ce que tu veux. Si je te dis demain, finalement, on va pas voyager, bah, tu vas avoir l'impression que je t'ai cassé tout ton rêve parce que tu faisais tout ça juste pour voyager demain. Donc, si demain tu voyages plus, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me suis Non, bien. non, bien sûr, Ouais. c'était hyper bien exprimé. Moi, maintenant, pour clôturer, j'aimerais te poser une question. Ok? Omar, Lille, 21 ans, ok? Aucune expérience dans la santé, bon, expertise comptable, tu as dit que tu étais fan, enfin, tu adorais tout ce qui était logiciel, etc., tech. Aujourd'hui, tu regardes le marché marocain, toi, tu gères 60% du marché des logiciels de pharma au Maroc. Qu'est-ce qui te surprendrait le plus aujourd'hui? En tout cas, qu'est-ce qui surprendrait le plus Omar qui a 21 ans s'il pouvait voir là où il est aujourd'hui? Alors moi, je pense qu'Omar, quand il avait 21 ans, il était beaucoup plus naïf, beaucoup plus têtu. Je suis toujours têtu et naïf, mais beaucoup plus avant. Et très ambitieux, très rêveur. Et donc, du coup, il avait l'impression
qu'il allait faire ce qu'il fait aujourd'hui en 2-3 ans. Parce que moi, quand mon père il me disait une entreprise pour qu'elle devienne rentable, c'est entre 3 et 5 ans. Moi, je me disais dans ma tête, je me disais pas, ah, ok, bah, je vais attendre 5 ans. Je me disais, mais non, non, moi, je vais le faire en un an ou deux. Donc, j'aime bien toujours les challenges, si tu veux. Et donc, moi, j'étais pas, enfin, que ce soit mon associé ou moi, on n'avait pas la même notion du temps et on n'avait pas la même notion de la complexité. Enfin, je veux dire, on n'avait pas le même référentiel. Donc, on pensait que ça allait être beaucoup plus rapide. On pensait qu'on allait se faire beaucoup plus d'argent. Et tant mieux qu'on soit naïf et qu'on soit ambitieux, parce que finalement, c'est encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vises la lune, tu atteins les étoiles. Et donc, si on avait su que ça allait être aussi compliqué, je ne sais pas si on l'aurait fait, mais heureusement qu'on ne le savait pas. En tout cas, heureusement qu'on ne savait pas et heureusement qu'on a continué à se battre jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on prenne plus de plaisir que de pas plaisir. Omar, c'était vraiment un plaisir en tout cas pour moi. Merci, plaisir partagé. Enchanté de t'avoir rencontré. Et merci à vous qui nous écoutez. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à le partager. Et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode de Sans Ordonnance.